C'est l'appel urgent de mon voisin qui a fait voler mon monde en éclats. Partez d'ici tant que vous le pouvez encore. Votre fils et sa femme sont le diable incarné, avait-il dit. Je lui ai demandé ce qu'ils avaient bien pu faire. Il m'a alors révélé une vérité si terrible que mes genoux se sont dérobés, un choc si profond que j'ai failli m'évanouir. Et cette vérité a absolument tout changé. Mais avant que je vous raconte tout ça, faites-moi une faveur, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire l'heure qu'il est là où vous m'écoutez. Les documents du contrat Sterling étaient étalés sur mon bureau en merisier comme un désordre de feuilles mortes. J'avais passé 25 ans à bâtir Logistique Globale Bernard à partir de rien. Et maintenant, d'un seul coup, tout était parti. Mon café s'était transformé en une boue infâme depuis des heures, une peau dégoûtante se formant sur le liquide froid. J'ai remonté mes lunettes sur l'arête de mon nez et j'ai relu la lettre d'annulation une fois de plus, comme si les mots pouvaient magiquement se réorganiser. Avec effet immédiat, était-il écrit dans une police de caractère froide et impersonnelle. 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel volatilisé. Je me suis affalé dans mon fauteuil en cuir usé, le poids de mes 68 ans s'installant profondément dans mes épaules. Le soleil éclatant de Lyon filtrait à travers les stores de mon bureau, dessinant des rayures austères sur les bilans financiers sinistres. J'ai senti ma mâchoire se crisper en faisant le sombre calcul. Au moins 3 personnes devraient être licenciées, peut-être 4. La sonnerie stridente du téléphone a déchiré le lourd silence de l'après-midi. Mon premier réflexe a été de l'ignorer, de le laisser basculer sur la messagerie vocale. Je n'étais pas d'humeur à ce qu'un autre client appelle pour m'asséner un nouveau coup. Mais le nom sur l'afficheur m'a glacé le sang. Léo, mon fils. 4 ans. 4 ans depuis notre dernière vraie conversation, depuis qu'il avait quitté ce même bureau en claquant la porte. Sa voix résonnant d'accusation sur mon prétendu manque de foi en ses ambitions. J'ai fixé le téléphone, mon pouce hésitant sur l'icône verte pour décrocher. « Allô ? Papa. » Sa voix était plus douce, plus hésitante que dans mon souvenir. Je sais que ça fait longtemps et je sais que c'est surtout de ma faute, mais j'ai retenu mon souffle, attendant. Le contrat Sterling me semblait soudain à des années-lumière. Chloé et moi, on aimerait beaucoup que tu viennes nous voir. Tu nous as vraiment manqué. La photo de ma défunte épouse, Éléonore, posée sur le coin de mon bureau, semblait me sourire. Elle disait toujours que j'étais trop têtu, trop dur avec le garçon. Quand est-ce que vous pensiez ? Que dirais-tu de ce vendredi ? On pourrait te préparer un dîner fantastique. Je voulais te montrer la maison. Et Chloé est devenue une cuisinière incroyable. Il a fait une pause, et les mots suivants étaient ceux que j'attendais depuis 4 ans. Je te dois des excuses, papa, pour la façon dont tout s'est terminé entre nous. Le souvenir de cette dispute a refait surface. Léo, alors âgé de 36 ans, exigeant 75 000 € pour investir dans une sorte d'application sociale révolutionnaire. Je revois encore son visage, déformé par la rage, quand j'avais refusé. Quand je lui avais dit qu'il était temps de trouver un vrai travail, d'arrêter de courir après des chimères. « Tu n'as jamais cru en moi, pas une seule fois !» avait-il hurlé. « Je crois à la sueur et au travail acharné !» avais-je crié en retour. « Pas à un fantasme pour devenir riche rapidement !» La porte du bureau avait claqué avec une force qui avait fait trembler les fenêtres. La photo d'Éléonore était même tombée du mur ce jour-là. « Tu m'as manqué aussi, mon fils », ai-je dit, les mots semblant rauques et étrangers dans ma gorge. « Je prendrai la route vendredi matin. » Vraiment, c'est incroyable, papa. On est à Cannes maintenant. Je t'envoie l'adresse par SMS. Cannes. Il semblait que le garçon s'en était bien sorti. Peut-être que je m'étais trompé depuis le début. Peut-être que la douce sagesse d'Éléonore avait eu raison, comme si souvent. Après avoir raccroché, je suis resté assis là, dans le silence, pendant un long moment. Le contrat Sterling était toujours là, un monument à mon échec. Mais il semblait plus petit maintenant, moins catastrophique. La famille était plus importante que les affaires. Elle l'avait toujours été. Je suis allé dans ma chambre et j'ai sorti ma bonne valise, celle qu'Éléonore et moi utilisions pour nos escapades d'anniversaire. Dans ma commode, j'ai choisi l'Omega Speedmaster que je gardais pour une occasion spéciale. Léo avait toujours admiré cette montre. Pour Chloé, j'ai sélectionné le délicat collier en saphir qu'Éléonore portait à notre mariage. Elle aurait voulu qu'il reste dans la famille.
C'était une longue route, environ 5 heures si je partais tôt. J'ai plié mes vêtements avec soin dans le sac, mes mains se sentant plus stables qu'elles ne l'avaient été de toute la semaine. Mes problèmes professionnels pouvaient attendre. Mon fils me tendait la main et cette fois, la fierté n'allait pas se mettre en travers de mon chemin. J'ai porté mes bagages jusqu'à ma Peugeot, ma vieille 607 de 2002 qui avait été ma fidèle compagne pendant des décennies. Les sièges en cuir étaient craquelés et usés, mais ils étaient aussi confortables qu'un vieux fauteuil. Alors que je plaçais les sacs dans le coffre, le soleil couchant peignait le ciel de Lyon dans des teintes d'orange flamboyant et de pourpre profond. Demain, je verrai Léo. Demain, nous commencerions enfin à réparer ce qui avait été brisé. J'ai placé le dernier sac dans le coffre et j'ai regardé vers le sud, vers l'horizon où la côte d'Azur attendait. Le vendredi matin s'est levé avec la clarté vive de l'air lyonnais. À 9 heures précises, je sortais la Peugeot 607 de l'allée, son vieux moteur ronronnant de contentement. Dans mon rétroviseur, Lyon rapetissait derrière moi, une ville d'aspiration construite sur fond de collines. L'autoroute se déroulait devant moi comme un ruban gris de possibilités. L'A7, l'autoroute du soleil. C'était mon chemin pour d'innombrables voyages d'affaires, mais celui-ci était différent. Celui-ci était alimenté par l'espoir, pas par le devoir. J'ai ajusté le rétroviseur et j'ai croisé mon propre regard, y décelant une impatience que je n'avais pas vue depuis des années. La radio s'est animée alors que je m'engageais sur l'autoroute, une station de rock classique remplissant l'habitacle de la voiture, et je me suis surpris à fredonner. La climatisation menait une bataille perdue contre le soleil montant, alors que le paysage urbain laissait place à la vallée du Rhône. Vers midi, j'étais au cœur de la Provence, une vaste étendue où les villages n'étaient guère plus qu'une station-service et un relais routier. Le paysage était une palette de peintres d'ocre et de rouille, avec le genévrier tenace occasionnel tendant les bras vers un ciel d'un bleu impossible. Ce tronçon de route me faisait toujours penser à Éléonore. Elle adorait ces trajets. Elle disait que le vide immense lui éclaircissait les idées. « Tout cet espace, disait-elle, sa main posée sur la mienne sur la console centrale, ça permet à ton âme de respirer. » Un souvenir m'est venu, sans y être invité. Léo, peut-être âgé de 10 ans, rebondissant sur la banquette arrière de cette même voiture alors que nous nous dirigions vers le lac d'Annecy pour un week-end de pêche. Éléonore avait emporté assez de nourriture pour nourrir une petite armée, certaine que nous allions mourir de faim dans la nature sauvage à seulement 1 heure de notre maison de banlieue. « Papa, quand est-ce que je pourrai apprendre à conduire ?» avait demandé Léo, sa tête surgissant entre nos sièges. « Quand tes pieds pourront atteindre les pédales sans que tu sois assis sur une pile d'annuaires ?» avais-je gloussé. « C'est pas juste. » Le père de Jason le laisse tenir le volant dans leur domaine. Eh bien, le père de Jason a plus de terrain et moins de gendarmes à craindre. Au bord du lac, je lui ai appris à lancer une ligne, ses petites mains agrippant la canne à pêche avec une concentration féroce. Éléonore a pris une photo de nous tenant une truite qui était, en toute honnêteté, trop petite pour être gardée, mais nous avons posé avec, comme si nous venions d'attraper un marlin. Plus tard, elle a ri si fort qu'elle en a pleuré alors que nous nous débattions pour allumer notre petit feu de camp. « Vous deux, vous ne pourriez pas allumer un feu pour sauver vos vies ?» avait-elle haleté entre 2 éclats de rire. « Nous affinons nos compétences de survie essentielles », avais-je protesté, bien que je ris avec elle. C'étaient les bonnes années, avant les bouderies de l'adolescence, avant les disputes sur les études, avant l'amère querelle sur les affaires qui nous avaient finalement séparés. Quand est-ce que tout était devenu si compliqué? La jauge de carburant baissait, alors je me suis arrêté sur une aire de repos poussiéreuse près de Montélimar. Le vieil homme derrière le comptoir a levé les yeux de ses mots croisés quand je suis entré, la sueur perlant sur mon front malgré la climatisation à fond. « En route pour voir la famille sur la côte ?» a-t-il demandé en encaissant mon plein d'essence. « Mon fils. Je ne l'ai pas vu depuis quelques années. » Un sourire a plissé son visage buriné. « La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous faites ce qu'il faut, monsieur. » Sa simple validation m'a fait l'effet d'une boisson fraîche. Je suis retourné à la Peugeot d'un pas plus léger. La côte est apparue vers 3 heures de l'après-midi, marquée par les premiers palmiers et une brise salée. Le paysage a commencé sa lente transformation du brun provençal au vert irrigué. La circulation a commencé à s'épaissir à l'approche de la vaste étendue de la Côte d'Azur, et les voitures de luxe ont commencé à être plus nombreuses que les berlines et les breaks ordinaires. Ma vieille 607 s'est soudain sentie déplacée parmi les Porsche et les Tesla rutilantes qui se faufilaient entre les voies autour de moi.
L'argent de Cannes, semblait-il, était d'une autre nature que l'argent de Lyon. Le GPS de mon téléphone m'a guidé à travers des quartiers de plus en plus opulents. Des pelouses parfaitement manucurées remplaçaient la garrigue. Des aperçus de piscines turquoises brillaient derrière des haies imposantes. C'était le monde de Léo maintenant. Un univers à des années-lumière de la banlieue tranquille et bourgeoise de Lyon, où il avait appris à faire du vélo. L'avais-je freiné? Mon obsession pour le pragmatisme et le travail acharné avait-elle étouffé son potentiel? Peut-être que son succès était la preuve que je m'étais trompé. Peut-être que le garçon que j'avais élevé avait juste besoin de plus d'espace pour grandir que ce que j'étais prêt à lui donner. La circulation a ralenti au pas alors que je naviguais sur les routes sinueuses des hauteurs de Cannes. J'ai eu un aperçu fugace de domaines palatiaux que je n'avais vu que dans des magazines. Mes paumes étaient moites sur le volant, et ce n'était pas seulement à cause de la chaleur. La voie du GPS annonçait maintenant la distance en mètres, plus en kilomètres. Dans 300 mètres, tournez à gauche sur l'allée des Mimosas. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. 4 ans de silence allaient prendre fin. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur, essayant de lisser mes cheveux gris et de redresser mon col. Les boîtes cadeaux emballées reposaient sur le siège passager, un symbole tangible de mon espoir. Dans 150 mètres, tournez à gauche sur l'allée des Mimosas. La maison qui est apparue devant moi était une villa moderniste blanche qui semblait tout droit sortie des pages d'un magazine de design. D'immenses baies vitrées du sol au plafond reflétaient le soleil de fin d'après-midi, créant un jeu étourdissant de lumière et de verre. Une allée circulaire contournait une sculpture contemporaine qui ressemblait à un ruban de métal torsadé. Des palmiers imposants se dressaient, comme des sentinelles, gardant la pelouse immaculée. J'ai garé la Peugeot et je suis resté assis là 1 minute, essayant de tout assimiler. Léo avait fait plus que bien. C'était un niveau de richesse que je pouvais à peine comprendre, et certainement rien que ma société de logistique n'aurait jamais pu lui offrir. Un étrange mélange de fierté et d'intimidation s'agitait dans mes entrailles, alors que je prenais les cadeaux sur le siège passager. La porte d'entrée était une dalle massive de bois sombre, avec une quincaillerie en chrome poli qui brillait comme un bijou. J'ai appuyé sur la sonnette et j'ai entendu une série de carillons doux et mélodieux résonner de l'intérieur. Une mélodie qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. À travers les panneaux de verre dépolis, je pouvais distinguer les formes floues des meubles et la suggestion d'un intérieur grandiose. Mais je n'entendais aucun pas. J'ai attendu, ajustant ma cravate et lissant le devant de ma chemise. La chaleur du désert semblait différente ici, humide et lourde de l'odeur des systèmes d'arrosage et du chlore. Après ce qui m'a semblé être une minute entière, j'ai frappé, mes jointures produisant un son solide contre le bois. « Léo, Chloé, c'est papa !» Ma voix semblait petite dans la rue calme et vide. Seul le silence a répondu. J'ai vérifié mon téléphone. 15h45. Peut-être qu'ils étaient coincés dans les embouteillages. Peut-être qu'ils faisaient une course de dernière minute pour le dîner. J'ai sonné à nouveau, en maintenant le bouton un peu plus longtemps cette fois. La mélodie coûteuse a retenti dans la maison vide. Un petit dôme sombre près du haut du cadre de la porte clignotait d'une minuscule lumière rouge. Une caméra de sécurité. Elle me regardait. Je lui ai fait un petit signe de la main maladroit, me sentant comme un idiot. « Allô? Il y a quelqu'un » Le silence s'est étiré, seulement brisé par le doux gargouillis de la sculpture fontaine et le vrombissement lointain d'un souffleur de feuilles quelque part dans la rue. J'ai décidé de faire le tour de la maison, les sacs cadeaux semblant de plus en plus lourds dans mes mains moites. Le jardin arrière était une oasis avec une piscine à débordement étincelante, un mobilier de terrasse élégant et une cuisine extérieure rutilante qui semblait n'avoir jamais été utilisée. À travers un mur de porte coulissante en verre, je pouvais voir un salon qui ressemblait au hall d'un hôtel de luxe. Tout était impeccable, tout était cher et tout était vide. La porte arrière était verrouillée. Je suis retourné à l'avant, mon cœur commençant à se serrer. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Léo. Ça a sonné, avant de basculer sur sa messagerie vocale. « Vous êtes bien sur la messagerie de Léo Bernard. Laissez un message. »« Léo, c'est papa, » ai-je dit, en essayant de ne pas laisser paraître mon inquiétude. « Je suis là, à la maison, comme prévu. Où es-tu? Appelle-moi. » J'ai essayé le numéro de Chloé ensuite, bien que je ne lui ai parlé qu'une poignée de fois lors de brefs appels pour les fêtes. « Bonjour, vous êtes bien chez Chloé. Je ne peux pas répondre pour le moment, mais laissez-moi un message. Chloé, c'est Arthur. Je suis là pour le dîner. S'il vous plaît, rappelez-moi. »
La rue était d'un calme plat, à l'exception d'une équipe de jardiniers travaillant sur une propriété de l'autre côté. Une voiture de sécurité privée est passée, le conducteur me jetant un long regard suspicieux qui m'a fait me sentir comme un intrus. Je me suis assis sur les marches de l'entrée, posant les cadeaux à côté de moi. Le béton poli était encore chaud du soleil. Ça devait être une sorte de malentendu, une simple confusion. Les gens n'invitent pas leur père avec qui ils sont en froid pour un dîner de réconciliation pour ensuite ne pas se présenter. N'est-ce pas? Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel, pas de SMS. Le clapotis joyeux de la fontaine commençait à m'énerver. 16 heures sont passées, puis 17 heures. Le soleil a commencé à baisser et les ombres se sont allongées. L'ombre dans laquelle j'étais assis a disparu, me laissant exposé sur les marches comme un bagage abandonné. La sueur trempait le dos de ma chemise. Mes belles chaussures de ville me serraient et me tenaient chaud. Les autres villas de la rue étaient tout aussi silencieuses, avec des portails fermés et des allées vides. C'était le silence particulier de l'extrême richesse, un monde isolé du bruit de la vie ordinaire. Je ne m'étais jamais senti aussi déplacé. Peut-être que je m'étais trompé de jour, peut-être qu'il avait dit vendredi prochain. Mais non, j'étais sûr qu'il avait dit ce vendredi. Mon empressement à me réconcilier ne m'avait pas fait inventer la date. Un sentiment familier de déception a commencé à s'installer dans ma poitrine. La même douleur creuse que j'avais ressentie lorsque Léo avait manqué ma fête pour mes 65 ans, la même que j'avais ressentie lorsqu'il ne s'était pas présenté au service funéraire d'Éléonore. C'était un schéma qui se répétait malgré mes espoirs insensés. Je me suis levé, mes genoux craquant en signe de protestation. Les sacs cadeaux me semblaient soudain ridicules, alourdis par mon propre optimisme naïf. Il était temps de partir, temps d'accepter que certains ponts ne sont que cendres. Les 4 années de silence avaient creusé entre nous un canyon trop large pour être franchi par un seul appel téléphonique. Ma vieille Peugeot m'attendait dans l'allée, fidèle comme toujours. Je pouvais être de retour sur la route en quelques minutes, de retour à Lyon le lendemain matin, de retour dans mon propre monde, où au moins je comprenais les règles. Je cherchais mes clés quand la voix d'un homme a fendu l'air. « Attendez, n'entrez pas là-dedans !» Elle venait de derrière une haute haie parfaitement sculptée. Je me suis retourné brusquement, manquant de faire tomber les cadeaux, alors qu'un homme nerveux d'une 50aine d'années émergeait, tenant un taille-haie électrique. Ses cheveux étaient en désordre et ses épaisses lunettes glissaient sur son nez en sueur. « Excusez-moi » ai-je dit en me stabilisant contre le métal chaud de ma voiture. Il a jeté un regard nerveux vers la maison de Léo, puis vers moi. « Monsieur, vous devez partir d'ici, tout de suite. Ces gens, ils sont dangereux. » L'homme portait un polo taché d'herbe et des gants de travail sales. Son énergie frénétique était déstabilisante, mais ses mots m'ont envoyé un véritable frisson dans le dos. « C'est la maison de mon fils, » ai-je dit, ma voix ferme. « Je pense que vous vous trompez. » Son visage s'est affaissé d'horreur. « Votre fils ? Oh mon Dieu, vous devez être le père dont il parlait. » De la glace a coulé dans mes veines, un contraste saisissant avec l'air humide de la côte. « De quoi parlez-vous ? Qui parlait de moi ?» Il a posé son taille-haie et s'est approché, sa voix baissant à un murmure conspirateur. « Votre fils et sa femme, ils ont tué le père de celle-ci, empoisonné pour son argent. »« C'est impossible, » ai-je dit, les mots sortant trop fort. « Vous vous trompez. 7 millions d'euros d'héritage, » a-t-il sifflé. « Il est mort 1 semaine après avoir dîné avec eux, exactement comme vous êtes sur le point de le faire. » Mes jambes semblaient être faites de sable. C'est de la folie. Mon fils ne ferait jamais. Il était en pleine forme quand il est venu leur rendre visite. 1 semaine plus tard, il est mort. La main de l'homme tremblait. Je m'appelle Georges, au fait. J'habite juste là. Il a montré la maison voisine. Je les surveille depuis que c'est arrivé. Les gens meurent de causes naturelles tout le temps, ai-je argumenté, mais ma propre voix semblait faible et peu convaincante. Les causes naturelles n'impliquent généralement pas de vomir ses tripes dans l'allée, a rétorqué Georges, ses yeux se dardant vers les caméras de sécurité de la maison de Léo. Les autres voisins l'ont vu. Il est parti d'ici blanc comme un linge. Il est tombé malade avant même d'atteindre sa voiture. Le sac cadeau pour Chloé a glissé de ma main, atterrissant sur le bitume chaud avec un bruit sourd. Le papier cadeau coûteux semblait absurdement joyeux dans la dure lumière de l'après-midi. « Êtes-vous en train de me dire que mon fils est un meurtrier ?»
La question semblait être un objet étranger dans ma bouche. Je vous dis de partir avant de finir comme leur prochain gain, a dit Georges, reculant déjà vers sa haie, terrifié d'être vu. Cette femme, Chloé, il y a quelque chose qui cloche chez elle. Et votre fils, il est différent. Il a changé depuis qu'il l'a rencontré. Mon cœur battait comme un tambour contre mes côtes. 4 ans de silence semblaient soudain beaucoup plus sombres. Et si Léo avait changé? Et si les problèmes financiers pour lesquels j'avais refusé de l'aider l'avaient poussé vers quelque chose de monstrueux? Comment savez-vous pour l'héritage? Ai-je crié. C'est une petite communauté ici. Les gens parlent. Son père était plein aux as, vivait seul du côté de Grasse, un septuagénaire en bonne santé. Il jouait au tennis 3 fois par semaine. La voix de Georges n'était plus qu'un murmure. Un dîner avec son nouveau gendre et sa fille, et pouf, il a disparu. La partie de mon cerveau qui avait bâti une entreprise sur le calcul des risques a commencé à faire le lien. Un parent riche et plus âgé, un mariage récent, une mort soudaine juste après une visite familiale. Le schéma était d'une logique glaçante, mais c'était Léo, mon fils. Le petit garçon à qui j'avais appris à pêcher, le gamin qui avait pleuré pendant 1 semaine à la mort de son hamster, l'adolescent qui avait un jour ramené un chat errant parce qu'il avait l'air seul. Je devais vous prévenir. Je n'aurais pas pu vivre avec moi-même s'il vous arrivait quelque chose, a dit Georges. Mais c'est tout ce que je peux faire. Il a attrapé son taille-haie et s'est retiré sur sa propre propriété, jetant un dernier regard craintif aux caméras qui enregistraient silencieusement notre conversation. « Attendez !» ai-je appelé après lui. « Et la police ?»« Et la police quoi ?» a-t-il rétorqué. « Les gens riches meurent ? Ça arrive. Sans preuve claire, il n'y a pas d'enquête. » Il s'est arrêté à son portail. « Ne mangez et ne buvez rien de ce qu'il vous donne. Pas une seule chose. Et pour l'amour de Dieu, ne passez pas la nuit. » Je l'ai regardé disparaître derrière sa haie, me laissant seul avec un essaim de questions qui me retournaient au l'estomac. L'allée me semblait soudain être la surface d'une plaque chauffante. J'ai fait les 100 pas à côté de la Peugeot, mon esprit tournant à plein régime. Georges devait avoir tort, il le devait. Un voisin paranoïaque avec une dent contre eux, mon fils n'était pas un tueur. Le garçon qui ne supportait pas de voir un oiseau mort sur le trottoir ne pouvait pas empoisonner un autre être humain pour de l'argent. Le pouvait-il ? Je me suis penché et j'ai ramassé le cadeau tombé, le collier de saphir qu'Éléonore avait chéri. C'était censé être une offrande de paix, un symbole que j'étais prêt à faire à nouveau confiance à mon fils. Maintenant, il me semblait être un monument à ma propre bêtise. 4 ans. 4 ans de silence après notre dispute pour de l'argent. Qu'était devenu Léo pendant ce temps? Le souvenir de notre dernière dispute me semblait différent maintenant, plus sinistre. Le désespoir dans sa voix quand il avait demandé ses 75 000 €. « J'en ai besoin, papa. Tout mon avenir en dépend. » Le regard sauvage et frénétique dans ses yeux quand j'avais dit non. « Tu regretteras de ne pas avoir cru en moi. » À l'époque, j'avais mis ça sur le compte du caprice d'un homme-enfant gâté. Maintenant, ça sonnait plus comme une menace. J'ai réessayé le numéro de Léo. Il est tombé directement sur une messagerie pleine. Le téléphone de Chloé a juste sonné dans le vide. Où était-il? Si c'était une véritable invitation, pourquoi n'était-il pas là? Pourquoi m'avait-il laissé assis sur leur seuil pendant près de 3 heures? La villa moderniste se dressait au-dessus de moi, ses lignes blanches et épurées n'ayant plus l'air impressionnante, mais froide et menaçante. Les caméras de sécurité me semblaient moins une protection qu'une surveillance, leurs petites lumières rouges clignotant comme les yeux sans paupières d'un prédateur. Combien d'autres personnes ces caméras avaient-elles observées dans leurs dernières heures? La voix d'Éléonore résonnait dans ma tête. « Tu es trop dur avec lui, Arthur. Léo a ta volonté, mais il n'a pas ta patience. Fais attention de ne pas le pousser trop loin. » L'avais-je poussé à cela? Mon refus de soutenir ses rêves, mes critiques constantes, avaient-ils créé le genre de désespoir qui mène un homme au meurtre? C'était insensé. Les gens ne tuaient pas leur propre famille pour de l'argent, sauf qu'ils le faisaient.
C'était aux informations 1 semaine sur 2, des litiges d'héritage, des polices d'assurance vie, des parents âgés retrouvés morts dans des circonstances mystérieuses. Je me suis appuyé contre le capot chaud de la Peugeot. Le soleil de fin d'après-midi était implacable, mais je le remarquais à peine. Mes pensées étaient une tempête chaotique. Si Georges avait raison, alors Léo et Chloé m'avaient invité ici, avec l'intention de me tuer, la voix douce et pleine de remords du fils au téléphone. Les paroles sur le fait que je leur manquais et qu'ils voulaient repartir à zéro. Tout était un mensonge, une performance soigneusement construite pour m'attirer dans leur toile. Mais si Georges avait tort, s'il n'était qu'un voisin fou, alors j'étais là, à me livrer à des fantasmes paranoïaques, sur le point de ruiner ma seule et unique chance de réparer les choses avec mon fils. 7 millions d'euros. C'est ce que Georges avait dit que Chloé avait hérité, assez pour acheter ce palais. Assez pour financer le style de vie extravagant de Léo, assez pour faire disparaître tous ses problèmes d'argent pour toujours, assez pour tuer. Mon téléphone a vibré dans ma poche, mon cœur a bondi, mais ce n'était qu'un SMS de mon contremaître à Lyon me posant des questions sur le compte Sterling. Ma vie normale, le monde du fret et de la logistique, me semblait à 1 million de kilomètres. J'ai vérifié l'heure. Presque 17h45. Le soleil plongeait vers la Méditerranée, baignant les villas de la Côte d'Azur d'une douce lumière dorée. C'était beau et mortel, comme tout le reste ici. J'ai entendu le faible ronronnement d'un moteur de voiture au loin se rapprochant. Mon pouls s'est emballé. Quelqu'un arrivait dans la rue. Le son du moteur était doux et cher. Le ronronnement d'une machine allemande haut de gamme. Pas le grondement familier de ma vieille Peugeot. J'avais environ 30 secondes pour faire un choix. Monter dans ma voiture et partir, cimentant à jamais ma méfiance envers mon propre fils. Ou rester, afficher un sourire et serrer Léo dans mes bras à son arrivée, marchant potentiellement droit vers ma propre tombe. Une Porsche argentée a tourné dans l'allée, et je devais décider si je devais fuir pour sauver ma vie ou accueillir mon fils avec une étreinte. Le moteur de la Porsche s'est éteint dans un doux ronronnement, se garant juste derrière ma Peugeot poussiéreuse. Les vitres étaient fortement teintées, cachant les occupants pendant un instant qui a semblé s'étirer en une éternité. J'ai forcé mon visage à prendre ce que j'espérais être une imitation passable d'un sourire soulagé, même si mon cœur martelait contre ma cage thoracique. La portière côté conducteur s'est ouverte. Léo a émergé, vêtu de vêtements que je ne l'avais jamais vu porter, et encore moins se permettre. Un blazer sur mesure, une chemise en soie, des mocassins en cuir italien qui coûtaient probablement plus cher que ma mensualité de crédit. Il avait l'air d'avoir réussi, soigné, rien à voir avec l'homme frustré qui m'avait supplié pour de l'argent il y a 4 ans. « Papa !» Sa voix était pleine de ce qui semblait être une chaleur sincère alors qu'il marchait vers moi, les bras grands ouverts. Je suis tellement désolé de t'avoir fait attendre. La circulation, en revenant de la ville, était un véritable tueur. Un tueur. Était-ce un choix de mots délibéré ou juste une cruelle coïncidence ? Nous devions régler quelques affaires juridiques, a-t-il poursuivi, me prenant dans une étreinte qui me semblait à la fois douloureusement familière et glacialement étrangère. Des trucs ennuyeux. Tu sais comment sont les avocats. Des affaires juridiques, comme des testaments peut-être, la planification successorale, je l'ai serré en retour, mon esprit tournant à plein régime, cataloguant chaque détail. La portière passager s'est ouverte et Chloé en est sortie. On aurait dit qu'elle sortait tout droit d'une séance photo. Des cheveux blonds parfaitement coiffés, une robe de créateur qui moulait sa silhouette élancée, et un sac à main qui coûtait probablement plus cher qu'un apport pour un petit appartement. Elle se déplaçait avec l'élégance étudiée de quelqu'un qui sait qu'on la regarde. « Arthur !» a-t-elle roucoulé, glissant vers moi les bras tendus, son sourire aussi éclatant et artificiel qu'un décor de cinéma. « Vous êtes encore plus beau en personne. Léo m'a montré tellement de vos vieilles photos de famille. » Elle a posé une main sur mon bras, un geste qui aurait semblé amical quelques heures auparavant. Maintenant, il me donnait la chair de poule. J'ai cherché sur son visage le moindre signe de culpabilité, la moindre fissure dans sa façade parfaite. Mais tout ce que j'ai vu, c'était un charme poli. « J'espère que vous avez faim, » a-t-elle continué. « J'ai été en cuisine tout l'après-midi. J'ai préparé vos plats préférés. Léo m'a tout dit sur votre amour pour le bœuf en croûte et le gratin dauphinois d'Éléonore. Comment savait-elle pour le gratin d'Éléonore ?
Léo avait dû le lui dire. L'intimité de ce détail, utilisé dans ce contexte, ressemblait à une profanation. « La route n'a pas été trop mauvaise, papa ?» a demandé Léo, jetant un coup d'œil à mon apparence fatiguée par le voyage avec ce qui semblait être une réelle préoccupation. 5 heures, c'est un long trajet, surtout avec cette chaleur. Pas trop mal, ai-je réussi à dire, ma propre voix semblant distante et étrange. La vieille Peugeot tourne toujours comme une horloge. C'est un classique, a dit Léo, passant une main sur la peinture délavée de la voiture avec un sourire affectueux. Tu te souviens quand tu m'as appris à conduire dans cette voiture? J'étais si terrifié à l'idée de la rayer. Le souvenir était réel. Il était chaleureux et innocent, et il appartenait à une autre vie, avant que la suspicion et les accusations de meurtre n'aient tout empoisonné. J'ai ramassé les sacs cadeaux sur le capot de ma voiture, mes mains tremblant légèrement. J'ai apporté un petit quelque chose pour vous deux. Papa, tu n'aurais pas dû, a dit Léo, ses yeux s'illuminant de ce qui ressemblait à un plaisir sincère. Ta présence ici est le seul cadeau dont nous ayons besoin. Chloé a tapé dans ses mains comme une enfant excitée. Oh, quelle délicate attention! Mais d'abord, entrons vous mettre au frais. Vous avez l'air d'avoir chaud. J'ai une carafe de thé glacé fraîchement infusé qui vous attend. Du thé glacé. Ma gorge était sèche comme du papier de verre après des heures de chaleur et de stress, mais l'avertissement de Georges hurlait dans mon esprit. Ne mangez et ne buvez rien de ce qu'il vous donne. Ils m'ont flanqué alors que nous marchions vers l'imposante porte d'entrée, Léo insistant pour porter un de mes sacs. Chloé bavardait sur leur rénovation et le quartier. Ils étaient les hôtes parfaits, accueillant un père bien-aimé dans leur maison. La porte d'entrée s'est déverrouillée avec un léger vrombissement électronique. Un clavier, pas une clé. Un système de sécurité coûteux et high-tech. Le genre conçu pour empêcher les gens d'entrer ou de sortir. L'intérieur de la maison était à couper le souffle. Des sols en marbre étincelant, des lustres en cristal et des meubles de designer minimalistes agencés avec une précision presque stérile. L'art sur les murs semblait appartenir à une galerie. Chaque objet criait l'argent neuf, le genre de richesse qui apparaît du jour au lendemain et qui soulève des questions. On a fait quelques améliorations depuis qu'on a emménagé, a dit Léo, une note de fierté dans la voix alors qu'il me faisait visiter. On a fait refaire entièrement la cuisine. Chloé a des goûts très spécifiques. Des goûts spécifiques, pensais-je, ou des besoins spécifiques. Un espace conçu pour l'intimité et le contrôle sur ce qui entre dans la nourriture. C'est magnifique, ai-je dit, et je le pensais. Vous vous en êtes certainement bien sortis tous les deux. On a eu de la chance avec quelques investissements, a dit Léo vaguement, sur un ton qui indiquait clairement que le sujet était clos. Viens, laisse-moi te montrer le salon. La vue sur le vallon depuis l'arrière est incroyable. Ils m'ont conduit plus profondément dans leur palais, leur voix un flot constant de bavardage joyeux. Leurs mouvements étaient si désinvoltes, si confiants. Si tout cela était un acte, c'était la performance la plus impeccable que j'ai jamais vue. Et si c'était réel, alors Georges n'était qu'un vieil homme paranoïaque. Mais en les suivant dans la maison, je la sentais moins comme un foyer que comme un piège magnifiquement conçu. Et je ne pouvais pas me défaire de la certitude glaçante que j'étais conduit vers la cuisine où Éléonore fredonnait en préparant nos dîners de famille, un lieu maintenant potentiellement réaménagé pour mon meurtre. La mélodie préférée d'Éléonore m'a suivi dans cette cuisine rutilante et stérile comme un fantôme d'une vie que je ne reconnaissais plus. Chloé se tenait devant une immense cuisinière à 6 feux, le dos tourné, fredonnant l'air tout en remuant une marmite qui sentait le romarin et l'ail. Le son a tordu quelque chose au plus profond de moi. La chanson de ma femme décédée, sortant de la bouche de la femme qui projetait peut-être de me tuer. « Je prends juste un verre d'eau », ai-je annoncé en ouvrant un placard que je supposais contenir des verres. À la place, j'ai trouvé des rangées de verres à pied en cristal délicat, des pièces qui semblaient devoir être derrière une vitrine de musée. Tout dans cette maison était pour la frime. « Les verres sont dans le placard en haut à gauche, Arthur », a lancé Chloé sans même se retourner. « Trouvé, merci. » Ma main a atteint un simple gobelet, mais ce faisant, la porte du placard s'est ouverte un peu plus. Cachée derrière le liquide vaisselle et une bouteille de produit à vitre, une petite bouteille ambrée et sombre a attiré mon attention. Elle n'avait rien à faire là.
Mon esprit, affûté par des décennies d'évaluation des risques dans le secteur de la logistique, l'a immédiatement signalé. On ne garde pas de médicaments à côté des produits de nettoyage. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Chloé était toujours à la cuisinière, absorbée par sa cuisine et son fredonnement. La bouteille était froide dans ma paume. L'étiquette me faisait face, nette et claire, comme si elle voulait être vue. Cyanure de potassium, manipulé avec une extrême précaution. Les symboles universels du poison, la tête de mort et les tibias croisés, semblaient me sourire. Mon monde a basculé sur son axe. Georges avait raison, ils allaient vraiment me tuer. Ma main s'est mise à trembler et j'ai failli la laisser tomber. Tous les thrillers que j'avais regardés, tous les reportages sur un héritage familial qui avait mal tourné, tout cela m'arrivait à moi. Ce n'était pas un film, c'était mon fils qui prévoyait d'empoisonner son propre père. Quelle quantité faudrait-il ? Les avertissements terribles de l'étiquette suggéraient que même une quantité infime serait mortelle. Mon cerveau d'homme d'affaires calculait des probabilités, tandis que mon cœur de père se brisait en 1 million de morceaux. Derrière moi, les bruits de la préparation du dîner continuaient, le léger grattement d'une cuillère en bois contre une marmite, le hachage rythmique d'un couteau. Elle était complètement inconsciente. Elle n'avait aucune idée que je venais de trouver son arme du crime. Elle se croyait probablement très intelligente, la cachant à la vue de tous, là où personne ne penserait jamais à regarder. Mais j'avais regardé. Et maintenant, je savais. J'ai forcé mes doigts tremblants à replacer la bouteille exactement comme je l'avais trouvée, la cachant derrière la même bouteille de produit à vitre bleue. J'ai refermé le placard avec un clic doux qui a résonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Chaque mouvement devait être normal, désinvolte, juste un beau-père assoiffé qui prend un verre d'eau. J'ai ouvert le robinet, l'eau froide éclaboussant le verre, tandis que mon esprit s'emballait. L'héritage de 7 millions d'euros, cette maison, ce style de vie, tout s'emboîtait. Ils avaient déjà fait ça. J'étais juste le prochain nom sur leur liste. « L'eau est bonne, Arthur ?» La voix de Chloé était empreinte d'une fausse douceur. « Elle est parfaite, merci. » Je me suis détourné de l'évier, le verre froid contre ma main, et je l'ai regardée. Je la voyais différemment maintenant. Chaque mouvement gracieux semblait calculé. Chaque sourire charmant était un masque pour une tueuse. Elle avait assassiné son propre père. Et maintenant, elle aidait mon fils à comploter ma mort. L'ironie était une pilule amère. Elle fredonnait la chanson d'Éléonore tout en se préparant à m'envoyer dans la tombe pour la rejoindre. Mais j'avais un avantage maintenant. Il me prenait pour un vieil homme stupide et sans méfiance, désespéré d'une réunion de famille. Ils n'avaient aucune idée que je connaissais leurs plans, que j'avais trouvé leur arme, que je pouvais voir à travers leurs performances. J'ai bu une longue et lente gorgée d'eau, me donnant un moment pour réfléchir. Combien d'autres personnes s'étaient tenues dans cette cuisine, leur souriant, leur faisant confiance, pour mourir quelques jours plus tard? Combien de dîners de famille avaient eu lieu dans cette maison qui étaient en réalité des exécutions? Le fredonnement continuait, cette belle mélodie maintenant corrompue et sinistre. Je me suis détourné de l'évier avec le verre d'eau à la main, sachant que le dîner de famille que Chloé préparait était censé être mon dernier. Le salon ressemblait maintenant à une scène, et j'étais le seul dans le public à savoir que la pièce était une tragédie. Léo a levé les yeux d'un magazine quand je suis entré, son sourire étant le même que celui que je lui avais appris à utiliser avec les clients difficiles quand il était adolescent. « Tu as trouvé tout ce qu'il te fallait, papa ?»« Oui, merci. C'est une sacrée cuisine que vous avez là. » Les mots sont sortis plus calmement que je ne le sentais. « Vous vous êtes construit une belle maison tous les deux. » J'ai délibérément choisi un grand fauteuil en cuir qui me donnait une vue dégagée sur l'embrasure de la cuisine. Léo, trop occupé à jouer l'hôte gracieux, n'a pas semblé remarquer mon positionnement stratégique. D'ici, je pouvais surveiller chaque mouvement de Chloé. « Alors, parle-moi de ce marché immobilier de la Côte d'Azur, » ai-je dit, ayant besoin de garder l'attention de Léo sur moi et loin de ma surveillance subtile. « On dirait que vous avez parfaitement choisi votre moment. Nous avons été très chanceux avec certains de nos investissements, » a-t-il répondu, utilisant la même phrase vague que précédemment. Le vrai secret, c'est de savoir quand prendre un risque calculé. Par l'embrasure de la porte, je pouvais voir Chloé se déplacer entre le comptoir et la cuisinière. Plusieurs bouteilles de vin rouge d'apparence coûteuse étaient ouvertes sur l'îlot en marbre. Il y a 1 heure, j'aurais été impressionné. Maintenant, elles ressemblaient juste à des accessoires dans un complot de meurtre. « Arthur, vous avez une préférence ? Rouge ou blanc ?» a-t-elle appelé de la cuisine. « Je prendrai ce que vous recommandez. »
ai-je répondu, les yeux fixés sur elle alors qu'elle sélectionnait une bouteille de Cabernet. Léo s'est lancé dans une explication détaillée des vignobles de la région et je me suis assuré d'hocher la tête et de donner les réponses appropriées. Mais ma véritable attention était portée sur la cuisine, où Chloé versait 3 verres de vin rouge profond. Elle a placé 2 des verres d'un côté de l'îlot, près de la fenêtre. Le 3e verre, elle l'a gardé près de la cuisinière. Mon cœur s'est mis à battre la chamade alors qu'elle jetait un coup d'œil vers le salon, vérifiant si nous regardions. Léo était au milieu d'un monologue sur les différents cépages, complètement inconscient. Chloé a alors tendu la main vers le placard inférieur, le même où je venais de trouver la bouteille de poison. Le temps a semblé ralentir, alors qu'elle récupérait le petit récipient ambré. Ses mouvements étaient rapides et exercés. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait cela. Quelques gouttes claires sont tombées d'un petit compte-gouttes dans le verre de vin le plus proche d'elle. 1, 2, 3... Elle a donné un léger tourbillon au verre, le poison disparaissant dans le liquide rouge foncé. La bouteille a disparu à nouveau dans sa cachette. « Et c'est ce qui sépare vraiment un bon vin d'un grand vin, » disait Léo, sa voix semblant venir de loin. « Un grand vin mélangé à un poison mortel, pensai-je sombrement, en regardant Chloé disposer les 3 verres sur un plateau de service élégant et moderne. Le verre empoisonné était toujours dans la même position. J'ai gravé son emplacement dans ma mémoire. Elle fredonnait à nouveau. La chanson d'Éléonore. La même mélodie que ma femme chantait en préparant le dîner du dimanche pour notre petite famille. C'était maintenant la bande-son de ma propre exécution planifiée. « Messieurs, le vin est prêt !» annonça Chloé, sa voix dégoulinant d'une chaleur théâtrale alors qu'elle émergeait de la cuisine, tenant le plateau. Léo s'est levé d'un bond. Enfin, j'ai la gorge sèche. Je me suis levé plus lentement, mon esprit un tourbillon de calcul. Le verre empoisonné était sur le côté droit du plateau, le plus proche de la main qu'elle utilisait pour le stabiliser. Elle savait exactement lequel était pour moi. « Ça fait trop longtemps », a dit Léo, en posant son bras sur mon épaule alors que nous nous dirigions vers la salle à manger. Une famille, de nouveau réunie. Famille. Le mot avait un goût de cendre dans ma bouche. Mon fils me menait au dîner comme un agneau à l'abattoir, sa voix remplie de faux sentiments, tandis que sa femme portait ma condamnation à mort sur un plateau d'argent. La table de la salle à manger était une étendue polie de bois sombre, reflétant la lumière du lustre en cristal au-dessus. 3 couverts étaient disposés avec une symétrie parfaite. C'était beau et terrifiant, comme tout le reste dans cette maison. Alors que nous approchions de la table, dressée avec de la porcelaine fine qui brillait à la lueur des bougies, Chloé a posé le plateau de verre à vin au centre, celui empoisonné attendant d'être réclamé. Les bougies vacillaient sur l'acajou poli tandis que Chloé orchestrait notre placement, tel un metteur en scène plaçant ses acteurs pour une scène fatale. La salle à manger sortait tout droit d'un magazine, le lustre en cristal projetant 1000 petits arcs-en-ciel à travers les verres à vin. Chaque assiette valait probablement plus que le salaire hebdomadaire de mon contremaître. « Arthur, asseyez-vous ici, en bout de table, » dit-elle, désignant la chaise la plus éloignée de toute porte. « La place d'honneur pour notre invité ?» Léo s'est assis à ma droite, et Chloé a pris le siège à ma gauche. Il m'avait encerclé, un triangle parfait de fausse intimité. Tout cela semblait glacialement répété. « Un toast !» déclara Léo, levant son verre de vin avec panache. « Aux réunions de famille. » Chloé leva le sien en parfaite synchronisation. « À la guérison des vieilles blessures et au nouveau départ. » Mon verre était posé juste devant moi. À la lueur des bougies, le cabernet empoisonné ressemblait à des rubis liquides, beaux et mortels. Je pouvais sentir son arôme riche et fruité. Il n'y avait aucune trace du cyanure qui arrêterait mon cœur en quelques minutes. « J'apprécie le sentiment, » commençai-je, ma voix étonnamment stable. Mais j'ai dû arrêter de boire. Le sourire de Léo vacilla, une lueur de surprise, puis d'agacement. « Depuis quand ? Tu as toujours aimé un bon verre de rouge au dîner. »« Ordre du médecin, » dis-je, le mensonge venant facilement. « Mes nouveaux médicaments pour la tension, ça ne se mélange pas avec l'alcool. » Je l'ai vu alors, une microseconde de fissure dans le masque parfait d'hôtesse de Chloé. C'était un regard fugace de pure frustration. « Oh, bien sûr !» se reprit rapidement Léo, mais il lança un regard à Chloé
un regard qui disait « Et maintenant, ta santé est la chose la plus importante. » Ils avaient un plan de secours. Bien sûr qu'ils en avaient un. Chloé fait ce jus de fruits frais incroyable, continua-t-il, son enthousiasme semblant maintenant forcé. Un mélange pomme-cranberry, c'est fantastique, tu vas adorer. Le petit clin d'œil qu'il fit à sa femme n'était pas enjoué, c'était un signal. Le plan B était lancé. Ce qu'il y avait dans ce jus serait tout aussi mortel que le vin. « Je vais le chercher tout de suite, » dit Chloé, se levant de sa chaise avec un regain de détermination. Sa déception avait été remplacée par une détermination froide. Pendant qu'elle était dans la cuisine, Léo a comblé le silence avec un bavardage nerveux sur le style de vie de la Côte d'Azur, ses mots sortant un peu trop vite alors qu'il regardait sans cesse sa montre. « Nous avons prévu des choses excitantes pour demain, » dit-il, puis se corrigea rapidement. « Je veux dire, nous espérions que tu envisagerais de rester pour le week-end. On pourrait te faire visiter la région. » Des plans qui dépendèrent du fait que je ne survive pas à la nuit. Le vrombissement d'un mixeur se fit entendre dans la cuisine. Il a fonctionné pendant un temps anormalement long. J'ai gardé Léo occupé, lui posant des questions sur la maison, tout en tendant l'oreille pour entendre ce qui se passait dans l'autre pièce. J'ai entendu la porte du réfrigérateur s'ouvrir et se fermer plusieurs fois, le cliquetis des verres, le versement de liquide. Le processus semblait excessivement compliqué pour un simple jus. « Et voilà, notre mélange signature », annonça Chloé à son retour, portant une élégante carafe en verre remplie d'un liquide cramoisi foncé. Des glaçons cliquetaient contre des tranches d'orange et des cranberries flottantes. C'était une présentation professionnelle conçue pour masquer un meurtre. « Arthur, vous devez absolument goûter ça. » Elle versa un grand verre et le posa devant moi, ses mouvements précis. Ils m'ont tous les deux regardé, leurs regards intenses, attendant que je lève le verre à mes lèvres. « Ça a l'air merveilleux, » dis-je, en choisissant mes mots avec soin. « Mais je suis encore assez plein de toute cette eau. Peut-être que j'en prendrai avec le dessert ? Je ne voudrais pas gâcher mon appétit pour ce bœuf en croûte qui sent si bon. » L'insistance de Léo fut immédiate. « Allez, papa, juste une gorgée. » Chloé a travaillé si dur dessus. La pression montait. Leur désespoir commençait à transparaître à travers les fissures de leur performance. La voix de Léo était un peu trop aiguë et les mains de Chloé étaient fermement jointes sur ses genoux alors qu'elle se penchait légèrement en avant sur sa chaise. « S'il vous plaît, Arthur, » roucoula-t-elle, son ton un mélange de supplication et d'ordre. « Juste un avant-goût. » Pour moi ? Elle était comme un prédateur, enroulée et prête à bondir si je résistais davantage. Ils avaient trop misé sur cette nuit pour me laisser partir. J'ai repoussé ma chaise de la table, feignant un air de contentement satisfait. « Excusez-moi, » dis-je en me levant. « J'ai juste besoin d'utiliser les toilettes avant que nous nous plongions dans ce merveilleux repas. » En me levant, je les ai vus échanger un regard, un coup d'œil d'une fraction de seconde qui a tout confirmé. Ils n'avaient aucune intention de me laisser quitter cette maison vivant. Le couloir s'étendait devant moi, une bouée de sauvetage. Les murs étaient tapissés de photos encadrées. La remise de diplôme de Léo, son mariage avec Chloé, des vacances en Toscane. Une galerie d'une vie heureuse, entièrement financée par de l'argent sale. Chaque pas que je faisais vers les toilettes des invités me semblait délibéré, mesuré. Bouger trop vite trahirait ma panique. Trop lentement pourrait les rendre méfiants. Juste besoin de me rafraîchir avant de manger. Ai-je lancé par-dessus mon épaule, ma voix calée sur une note de politesse décontractée et senior. La porte des toilettes s'est refermée derrière moi. J'ai tourné le verrou, le son résonnant dans la petite pièce carrelée de marbre. Pour la première fois depuis des heures, j'étais seul avec mon savoir et ma terreur. Mes mains tremblaient en sortant mon téléphone de ma poche. Réseau complet. Dieu merci. J'ai composé le 17, baissant le volume au plus bas et pressant le téléphone fermement contre mon oreille. « Police secours, j'écoute. Je m'appelle Arthur Bernard, » ai-je chuchoté, ma voix à peine un bruissement. Mon fils et ma belle-fille essaient de m'empoisonner. « Monsieur, pouvez-vous parler plus fort? Êtes-vous en danger immédiat? »« Oui, mais je dois chuchoter. Je suis enfermé dans leur toilette. Ils ont essayé de m'empoisonner 2 fois ce soir. Je pense que c'est du cyanure de potassium. » Le ton de l'opératrice a changé instantanément, s'aiguisant d'une urgence professionnelle. « Quelle est votre adresse? » Je lui ai donné l'adresse à Cannes, ma voix se brisant sous la tension.
À travers le bois épais de la porte, je pouvais entendre les voix étouffées de Léo et Chloé, leur ton normal, discutant probablement de leur prochain coup maintenant que j'étais hors de la pièce. J'ai trouvé la bouteille de poison dans leur cuisine, ai-je continué dans un murmure frénétique. Je l'ai vu le mettre dans mon vin, et je suis sûr qu'il y en a aussi dans le jus. Ils ont tué son père de la même manière pour son héritage l'année dernière. Monsieur, restez en ligne avec moi. Des agents sont en route vers votre position. Y a-t-il d'autres armes dans la maison? Je ne sais pas pour les armes à feu. Le poison est ce qu'ils utilisent. Ils pensent que je suis juste un vieil homme aux toilettes. Combien de personnes sont dans la maison avec vous? 2. Mon fils, Léo, et sa femme, Chloé. Ils m'attendent dans la salle à manger. La voix calme et régulière de l'opératrice était une ancre dans ma tempête de peur. Les agents devraient être là dans environ 15 à 20 minutes. Pouvez-vous rester dans un endroit sûr jusqu'à leur arrivée? 20 minutes. Cela semblait une éternité. Je dois y retourner, ai-je chuchoté. Si je reste ici trop longtemps, ils sauront que quelque chose ne va pas. Les boissons empoisonnées sont toujours sur la table de la salle à manger. La bouteille de cyanure est sous l'évier de la cuisine, derrière le produit à vitre. Ne touchez à rien d'autre, monsieur. Laissez les agents s'occuper des preuves. Gardez votre téléphone sur vous, mais assurez-vous qu'il ne soit pas visible. J'ai tiré la chasse d'eau et fait couler le robinet, créant les sons d'une activité normale. Je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air d'avoir 100 ans, mais il y avait un feu dans mes yeux que je n'avais pas vu depuis la mort d'Éléonore. C'était le feu de la survie. Et s'ils essaient de me forcer à boire quelque chose? Refusez, monsieur. Trouvez n'importe quelle excuse. Les secours sont en route, monsieur Bernard. Je comprends. J'y retourne maintenant. J'ai mis fin à l'appel, glissé le téléphone dans ma poche, pris une profonde inspiration saccadée et me suis préparé pour la performance de ma vie. J'étais le père sans méfiance, prêt pour le dîner, complètement inconscient que son fils et sa belle-fille prévoyaient que le dessert soit son dernier plat. On a frappé à la porte. « Papa, tout va bien là-dedans » La voix de Léo. « Le dessert est presque prêt. J'arrive tout de suite, mon fils. » J'ai déverrouillé la porte et je suis retourné dans le couloir, marchant vers la salle à manger, sachant que dans moins de 20 minutes, cette maison de mensonges serait envahie par la police, et la vie de mon fils, telle qu'il la connaissait, serait terminée. La salle à manger était une scène préparée pour mon dernier acte. Chloé avait placé une somptueuse tarte tatin sur le buffet, de la vapeur s'élevant de sa croûte parfaitement dorée. Il y a quelques heures, elle aurait semblé délicieuse. Maintenant, ce n'était qu'une autre arme potentielle. « Arthur, j'ai fait ça juste pour vous », gazouilla-t-elle, un couteau de service en équilibre sur le dessert. « Léo m'a dit que c'est votre préféré absolu. » « Elle a l'air incroyable, Chloé, merci, dis-je, jetant un coup d'œil discret à ma montre. Encore 15 minutes. Mais je suis absolument repu de ce merveilleux dîner. Je pense que je dois laisser tout ça se tasser un peu. Le sourire de Léo était crispé, son enthousiasme tendu. « Allez, papa, juste une toute petite part. Chloé a passé tout l'après-midi en cuisine pour la faire. » J'ai de nouveau dévié, changeant de sujet. « Parlez-moi un peu plus de ce quartier. J'ai vu des maisons incroyables en venant. Le marché doit être en pleine effervescence. » La conversation de salon m'achetait de précieuses secondes, mais je sentais leur frustration monter. Léo n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Les jointures de Chloé étaient blanches alors qu'elle serrait le manche du serveur à tarte. Et puis, je l'ai entendu. Le son du salut, des portières de voiture claquant à l'extérieur. Pas une, mais plusieurs. Léo fronça les sourcils, regardant vers l'avant de la maison. C'est étrange. Nous n'attendons personne. Des pas lourds et déterminés crissèrent sur le gravier de l'allée. La sonnette a joué sa mélodie, immédiatement suivie d'un coup fort et autoritaire qui a fait vibrer la lourde porte d'entrée. « J'y vais », dit Léo, son expression passant de l'agacement à la confusion. Chloé le suivit hors de la salle à manger, tandis que je restais assis, mon cœur battant d'un mélange de terreur et de profond soulagement. « Police nationale, nous avons reçu un appel au 17 signalant une possible tentative d'empoisonnement en cours à cette adresse. » La voix de Léo était un halètement étranglé. « Empoisonnement? Monsieur l'agent, il doit y avoir une erreur. » Je me suis levé et j'ai marché calmement dans le grand hall. «
3 policiers en uniforme remplissaient l'embrasure de la porte, leur présence solide transformant instantanément l'entrée opulente en une scène de crime. « Messieurs, dis-je, ma voix claire et forte, je suis Arthur Bernard, c'est moi qui ai appelé. » La couleur a quitté le visage de Chloé. Elle ressemblait à une poupée de porcelaine qui venait d'être brisée. La confusion de Léo s'est transformée en pure horreur alors que la réalité de la situation s'abattait sur lui. « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?» « J'ai appelé à l'aide, mon fils, » ai-je répondu, ma voix dépourvue de l'émotion qui faisait rage en moi. « J'ai appelé quand j'ai réalisé que vous m'aviez invité ici pour me tuer. » L'officier principal s'est avancé, ses yeux sur moi. « Monsieur Bernard, pouvez-vous nous montrer les objets que vous avez mentionnés lors de l'appel ?» J'ai fait un geste vers la salle à manger. Les verres de vin et de jus empoisonnés sont sur la table. La bouteille de cyanure de potassium est dans la cuisine, sous l'évier, cachée derrière une bouteille de produit à vitre. Les dénégations de Léo ont commencé, frénétiques et désespérées. « C'est de la folie! Nous ne ferions jamais de mal à mon père. Il doit être confus, peut-être qu'il a une sorte d'épisode médical. » Mais Chloé était silencieuse. Son esprit froid et calculateur parcourait déjà les probabilités, les voies d'évasion. Son silence était plus accablant que les mensonges paniqués de Léo. 2 des officiers se sont dirigés vers la salle à manger, tandis que le 3e est allé dans la cuisine. En quelques instants, ils prenaient des photos et mettaient soigneusement sous scellé le vin et le jus que j'avais refusé de boire. « On a la bouteille », a appelé l'officier depuis la cuisine. « Elle est exactement là où il a dit qu'elle était. » Le visage de Léo est devenu cendré. La preuve était réelle. Elle était physique. Elle était indéniable. « Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre », a dit l'officier principal sortant une paire de menottes. « Papa, s'il te plaît. » La voix de Léo s'est brisée alors que l'acier froid se refermait sur ses poignets. « Dis-leur que c'est un malentendu, s'il te plaît. » J'ai finalement croisé son regard et j'ai su que ce serait pour la dernière fois en tant qu'homme libre. « Tu as cessé d'être mon fils au moment où tu as décidé de me tuer pour mon argent, » ai-je dit, les mots tranchants à travers une vie de promesses non tenues et ma propre cécité volontaire. L'arrestation de Chloé fut calme et efficace. Elle n'a pas lutté, elle n'a pas plaidé, elle m'a juste fixé, et dans ses yeux, je n'ai vu que de la haine pure et froide. Attiré par les gyrophares, Georges est apparu de sa maison voisine. J'ai essayé de le prévenir à propos de ces 2-là, a-t-il dit à l'un des officiers. Je savais que quelque chose n'allait pas du tout ici. Merci, Georges, ai-je dit, alors que Léo et Chloé étaient conduits à des voitures de patrouille séparées. Vous m'avez sauvé la vie. Une petite foule de voisins s'était rassemblée dans la rue, leurs visages illuminés par les lumières rouges et bleues clignotantes, tous regardant en silence le spectacle de la richesse et du privilège s'effondrant sur lui-même. La magnifique maison qui avait semblé si impressionnante quelques heures auparavant ressemblait maintenant à ce qu'elle était, un tombeau, un monument à la cupidité construit avec de l'argent sale. Alors que les voitures de police s'éloignaient, emportant mon fils et sa femme dans la nuit, je suis resté seul dans l'allée où j'étais arrivé avec tant d'espoir insensé. La justice ne faisait que commencer, et le plus dur, vivre avec la vérité de ce que ma famille était devenue, restait à venir. Les mois qui suivirent, de juin à septembre, furent un brouillard misérable de consultations juridiques, de dépositions et de longues nuits blanches. J'ai vendu Logistique Global Bernard, ayant besoin du capital pour la bataille juridique et constatant que je n'avais plus le cœur à l'ouvrage. Ma maison à Lyon était trop pleine de fantômes, alors j'ai loué un petit appartement stérile près de Nice pour être proche de la procédure. Les médias étaient implacables. Un magnate lyonnais survit au complot d'empoisonnement de son fils. Georges a été mon roc pendant tout ce temps, m'appelant tous les quelques jours, un rappel constant que j'avais fait le bon choix, bien qu'impossible. Le 15 septembre était une journée californienne claire et ensoleillée. À l'intérieur du palais de justice, la salle d'audience formelle et lambrissée semblait surréaliste. Là, au banc des accusés, se trouvaient mon fils et sa femme, flanqués de leurs avocats coûteux. L'accusation a exposé son cas avec une efficacité brutale. La bouteille de poison ambrée présentée aux jurés dans un sac de preuves transparent. Les rapports de laboratoire confirmant la présence de cyanure dans le vin et le jus. Les dossiers financiers qui brossaient un tableau clair de l'héritage soudain de Chloé et de leurs dépenses somptuaires subséquentes.
Georges a témoigné et a raconté son avertissement nerveux, son témoignage peignant une image vivante de ce terrible après-midi. Puis ce fut mon tour. « Monsieur Bernard, » commença le procureur, « veuillez dire à la cour, avec vos propres mots, ce qui s'est passé le soir du 20 juin. » Je leur ai tout raconté. La découverte dans la cuisine. Regarder Chloé empoisonner le verre. L'appel désespéré et chuchoté au 17 depuis les toilettes. Les jurés ont écouté, leur visage un mélange d'horreur et de pitié, alors que je décrivais ce que c'était que de jouer la comédie pour sauver sa vie pendant que son propre enfant vous servait le dîner. La défense a tenté de me dépeindre comme un vieil homme sénile et paranoïaque, mais mon souvenir lucide des faits, soutenu par une vie passée à diriger une entreprise complexe, a démantelé leur récit. Êtes-vous absolument certain de ce dont vous avez été témoin, monsieur Bernard ? A demandé le procureur. J'ai vu de mes propres yeux comment elle a mis le poison dans mon verre, ai-je dit, ma voix résonnant de conviction. Mon fils m'a invité à dîner avec l'intention de m'assassiner pour mon argent. Les mots sont restés en suspens dans la salle d'audience silencieuse, un acte d'accusation contre tout ce qu'une famille est censée être. Des témoignages d'experts sur la létalité du cyanure ont suivi. Des enquêteurs financiers ont détaillé la chronologie de l'héritage. Et le plus accablant de tout, la police avait rouvert l'enquête sur la mort du père de Chloé, trouvant une foule de parallèles suspects. Les plaidoiries finales de la défense étaient faibles, s'accrochant à des pailles sur des produits de nettoyage mal stockés et un simple dîner qui aurait mal tourné. Mais les preuves étaient une montagne qu'ils ne pouvaient pas gravir. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Quand ils sont revenus, l'expression sombre du président du jury disait tout. Sur tous les chefs d'accusation, nous, les jurés, déclarons les accusés coupables. Une vague de soulagement profond et de chagrin fracassant m'a submergé. La justice était rendue, mais le prix était tout mon concept de la famille. Le juge a été rapide. Pour tentative de meurtre et complot, Léo a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté. Pour le meurtre de son père et la tentative sur ma vie, Chloé a également reçu la perpétuité. Les 7 millions d'euros ont été ordonnés d'être restitués à la succession de son père. Alors qu'ils emmenaient Léo enchaîné, il m'a regardé une dernière fois, sa voix un plaidoyer brisé. « Papa, je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Tu as cessé d'être mon fils quand tu as choisi l'argent plutôt que moi, ai-je dit, les mots ayant un goût de cendre. Chloé est restée silencieuse et froide jusqu'à la toute fin, son visage un masque de défi sans remords. Je suis sorti du palais de justice sous le soleil aveuglant de la Côte d'Azur, me sentant à la fois vide et étrangement libre. Le long trajet de retour vers Lyon était un voyage vers ce qui restait de ma vie. Le paysage provençal semblait différent cette fois-ci, plus propre, comme si la vérité avait consumé toutes les illusions. Avec l'aide de Georges, j'ai vidé l'appartement de Nice. J'ai pris une partie de l'argent de l'héritage récupéré et j'ai créé un fonds de bourse d'études en éthique des affaires à l'Université de Lyon. C'était quelque chose qu'Éléonore aurait voulu, transformer quelque chose de si maléfique en quelque chose de bien. Des mois plus tard, assis dans mon salon à Lyon, entouré de vieilles photos qui racontaient maintenant une histoire très différente, j'ai enfin compris. La survie ne consiste pas seulement à tromper la mort, c'est apprendre à vivre après que la confiance a été assassinée. La justice a été rendue, mais elle a eu pour prix tout ce que je pensais savoir. J'ai appris la leçon la plus difficile de toutes, que les trahisons les plus profondes viennent souvent de ceux que nous aimons le plus, et que la vraie force se trouve dans l'acte silencieux et solitaire de leur survivre. Fin de l'histoire.